Est-ce que vous croyez au déclin des cours des matières premières pendant une décennie encore? Bon, ce qui est clair, c'est que nous avons connu une période de très forte tension sur les marchés internationaux, et donc des prix internationaux, grossièrement sur la période 2006-2014 à peu près. Cette période de forte tension faisait suite, il faut le rappeler, à une longue période de cours déprimés, que ce soit d'ailleurs pour les produits agricoles, mais aussi pour toutes les matières premières, pratiquement sur les années 80, 90, début des années 2000. Alors avec, bien entendu en matière agricole, de temps en temps, des hausses de prix liées à des événements climatiques comme El Niño, ça avait été le cas dans les années 95-97, mais globalement, nous avions assisté sur ces années à une très forte baisse de prix qui était liée en particulier, il faut le rappeler, à l'effondrement de l'URSS. D'un coup d'un seul, le pays qui était le premier importateur mondial de produits agricoles a disparu des marchés pour revenir quelques années plus tard comme exportateur. Des prix très bas donc au début du XXIe siècle, et à l'époque, personne n'imaginait, on ne parlait plus d'ailleurs de pénuries alimentaires, etc. Les marchés regorgeaient de stocks ingérables, etc. C'est ce qui explique quelque part que du fait de l'absence d'investissement en matière agricole, nous ayons eu, après un certain nombre de mauvaises années, le choc que nous avons connu en 2006-2014. Et à nouveau, on a eu sur cette période des discours que l'on connaît, que l'on avait entendu déjà dans les années 70, le monde va-t-il être capable de se nourrir? La réaction a été très forte de la part des systèmes de production, de la part des grandes régions exportatrices, que ce soit la mer Noire, qui, je le rappelle, est aujourd'hui le premier exportateur mondial de grains. Quand je dis la mer Noire, c'est Russie, Ukraine et Kazakhstan, que ce soit l'Amérique du Sud, avec l'extraordinaire développement brésilien, argentin dans une moindre mesure, que ce soit pour d'autres productions, par exemple comme les produits laitiers, la Nouvelle-Zélande, et, il faut le rappeler, l'Union européenne. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation dans laquelle, pour la plupart des productions agricoles, nous sommes dans une situation d'excédent, et donc de prix qui ont considérablement diminué. Bon, il y a toujours quelques exceptions, mais c'est vrai que cela fait 3 ans que nous n'avons pratiquement pas eu de catastrophes naturelles, de catastrophes météorologiques, et donc le monde n'a jamais autant produit, si je prends les grains, c'est-à-dire les céréales, avec le riz et les oléagineux, nous sommes sur la campagne 2016-2017 à plus de 3,1 milliards de tonnes. Lorsque j'ai publié le premier rapport Cyclope il y a 30 ans, on était à 1,4 milliard de tonnes. Donc c'est une bonne nouvelle pour l'humanité qui va pouvoir se nourrir. C'est une mauvaise nouvelle pour les producteurs, parce que la production étant abondante, malgré la dynamique de la consommation, notamment des pays émergents, eh bien, nous avons des prix qui sont très bas. Et c'est vrai, si je fais un parallèle avec ce qui s'est passé au lendemain du choc des années 70, des prix qui pourraient rester relativement bas, parce que malgré l'augmentation qualitative de la consommation dans les pays émergents, nous avons des stocks importants, nous avons un certain nombre de pays qui continuent leur montée en puissance agricole, et donc, sauf catastrophe climatique, qui n'est pas anticipée pour 2007-2018 en tout cas, il faut probablement se préparer à une période de prix relativement bas, dépendant bien entendu non seulement des aléas
météorologiques, mais aussi des aléas monétaires. N'oublions pas, je suis français, donc je parle en Europe, les prix en euros sont moins bas qu'ils ne devraient l'être, dans la mesure où l'euro a baissé par rapport au dollar. Donc la dimension monétaire peut jouer aussi, mais aujourd'hui, si je regarde, nous sommes pratiquement baissiers sur la plupart des marchés agricoles, la situation étant un petit peu différente sur quelques marchés sur lesquels la Chine peut jouer. Il y a par exemple aujourd'hui le produit agricole qui se vend le mieux, c'est la viande de porc, parce que la Chine a considérablement augmenté ses importations sur les 18 derniers mois. En gros, la bonne nouvelle, c'est que l'humanité a de quoi se nourrir aujourd'hui. Actuellement, avec les stocks disponibles, actuellement on peut l'humanité... nourrir tous les hommes convenablement. De toute manière, le problème de nourrir le monde n'est pas un problème de production agricole. Il est un problème de pauvreté. Nous sommes aujourd'hui un peu plus de 7 milliards d'êtres humains. D'après les chiffres de la FAO, on peut les discuter, mais on peut les prendre comme base, il y a à peu près 900 millions de personnes dans le monde, alors non pas qui souffrent de la faim, mais qui souffrent de pauvreté alimentaire. C'est-à-dire que vous avez plus de 100 millions de Chinois qui souffrent de pauvreté alimentaire. Et la Chine aujourd'hui a, dit-on, parce qu'on ne sait pas exactement la réalité, elle aurait 150 millions de tonnes de stock de blé et 80 millions de tonnes de stock de maïs dont ils ne savent que faire et qui manifestement pourrissent. Donc le problème est celui de la pauvreté. Vous avez des Indiens. L'Inde, à certains moments, est exportatrice de céréales. Et l'Inde, il y a là aussi un peu plus de 100 millions d'Indiens qui souffrent de pauvreté alimentaire. La faim, c'est-à-dire le manque criant d'alimentation, vous la trouvez pour l'instant essentiellement en Afrique de l'Est, où il y a effectivement une situation de sécheresse, mais qui est largement aggravée, comme on le sait, par la folie des hommes. La FAO a déclenché une situation de famine au Sud-Soudan, mais il y a certes la nature, il y a la sécheresse, il y a aussi la guerre civile, etc. Donc on voit bien que le problème n'est pas là. Mais aujourd'hui, le monde est parfaitement capable de nourrir les 7 milliards d'hommes que nous sommes, de la même manière que, en tenant compte du progrès technologique, etc., le monde sera capable de nourrir les quelques 10 milliards d'êtres humains que nous serons aux alentours du milieu de ce siècle, lorsque la population mondiale commencera à se stabiliser. Alors ensuite, il faut savoir quel type d'humain on va nourrir. On ne pourra probablement pas nourrir 10 milliards d'obèses américains ou chinois. Je ne suis pas sûr que tout le monde devienne des végétariens comme les Indiens. Je propose le French Paradox à la française, et dans lequel on mange 2500 à 3000 calories par jour à peu près, avec une centaine de grammes de protéines, dont, si possible, pas plus de la moitié d'origine animale. C'est bon. Est-ce que vous voulez qu'on parle de l'autre sujet ou pas? Oui, si vous voulez. Oui, la dernière question. Vous savez, vous...